Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission, le kiosque, sur cette journée pluvieuse à la Martinique. Nous sommes jeudi 28 novembre, et nous sommes en direct sur Facebook. Bonsoir Michel, comment ça va? Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien oui, effectivement, ça va de manière... c'est même un peu... Enfin, personnellement, je trouve que non seulement c'est pluvieux, mais c'est humide, un peu frisquet. Bon... C'est vrai, c'est vrai. Donc, mais le sud était carrément sous l'eau aujourd'hui. Ah oui. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit. Bon, à Balata, en général, je n'ai pas trop d'inondations. Et tu n'as pas besoin de clim à Balata. Tu n'as pas besoin de clim. Mais je te dis même, je suis même obligé de mettre plusieurs sous-vêtements. Par exemple, quand je te regarde à la télé le soir, merci pour cette vidéo. Non, ceci dit, bon, les nouvelles, quand même, les perspectives économiques sont plutôt assez peu réjouissantes. Hein. On vient de m'envoyer d'ailleurs la décision modificative de la... J'ai pas encore eu le temps de l'éplucher, mais enfin bon. Ils n'ont pas encore voté. J'ai lu la contribution du conseiller Arnaud René Corail dans France Antilles. Il a fait une analyse sans complaisance de la situation. Mm-hmm. Bon. Arnaud René Corail, le maire des Trois-Îlets. Alors Arnaud René Corail, le maire des Trois-Îlets, il a expliqué. Tout à l'heure, nous allons en parler, je ne vais pas trop déplorer le sujet, mais en gros, il a su expliquer que le budget de la CTM sera difficile à établir en raison de plusieurs facteurs. Hein, des facteurs internes et des facteurs externes. Facteurs internes, bon, des dettes et des dépenses, et des facteurs externes, c'est les défaillances de l'État. Les défaillances de l'État et malheureusement des défaillances qui, a priori, ne devraient pas, vu les perspectives de la crise politique que vit la France, pas seulement une crise politique, une crise de régime. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la Ve République est arrivée au bout du rouleau. C'est ça le problème. Et nous, l'outre-mer, ça nous pose des problèmes de positionnement. Bien, on va en parler. Nous allons continuer, je dis les choses telles que je pense. Bien sûr. Est-ce que l'outre-mer va continuer à se conduire comme des enfants gâtés de la République, ou bien est-ce que l'outre-mer va enfin se prendre en main? Et c'est ce que je vais essayer d'expliquer tout à l'heure. Très bien. Parce que nous ne pouvons pas constamment être dépendant d'un papa qui dilapide son argent. Très bien. Alors, Mathieu, comment ça va? Bonsoir à tout le monde sur le plateau, et puis bien sûr bonsoir à l'ensemble des téléspectatrices et des téléspectateurs. Je suis ravi d'être ici. Effectivement, tu l'as dit, temps pluvieux en ce moment, très difficile pour les agriculteurs qui risquent d'avoir une perte de production parce que ce temps pluvieux dure depuis un certain temps, donc ce qui fait que malheureusement ils se retrouvent en grande difficulté. Dans un contexte où on sait que c'est déjà compliqué pour eux, avec l'augmentation notamment de tous les intrants, etc. pour eux. Puis bien sûr, à toutes les personnes qui peuvent, dans ce genre de temps, se retrouver en difficulté. On en a beaucoup en Martinique, qui ont des toits qui coulent, etc., des maisons qui méritent d'être rénovées. Donc franchement, dès qu'il y a ce type de temps-là, je pense à eux et à bien sûr toutes les personnes qui sont inondées. Alors qu'on pense qu'il y a quelques mois de ça, il n'y avait pas suffisamment d'eau. Là, je crois qu'on a un sacré stock d'eau maintenant. Je ne sais pas si on pourra garder toute cette eau-là pour... le carême qui arrive, bien enfin bon. Malheureusement, les capacités de stockage, on les connaît ici, c'est ce qui cause souvent problème et des difficultés. Effectivement, les nappes phréatiques se remplissent, mais par contre, on a des capacités de stockage qui sont limitées sur l'ensemble des différents sites. D'où le conseil aux Martiniquaises et aux Martiniquais, mettez des citernes chez vous, remplissez vos citernes. Exactement. C'est ce que j'ai fait chez moi. Ou encore qu'il y ait une volonté politique d'anticiper. Non, mais il ne faut pas tout laisser sur le dos des politiques. Oui, nous sommes d'accord. Il faut aussi responsabiliser la population. Ben oui, c'est ça. Oui, et puis je pourrais dire que... Expression que j'ai souvent contestée, les politiques, il y a à l'intérieur des politiques, il y a différents courants politiques. Tout à fait. Ok. Donc les politiques, c'est
une expression globalisante qui met tout le monde dans le même sac et ce n'est pas vrai. Non, Je voulais juste rappeler qu'il y a des politiques, avant, parce que je vais comme la laisser dire bonsoir à tout le monde, mais je vais simplement rappeler qu'il y a des politiques qui ont pris leur responsabilité en mettant une aide à la citerne pour l'ensemble des administrés, qui a fonctionné très bien d'ailleurs, qui est en train d'être revue, qui est un peu stoppée pour être revue, mais qui existait et qui a permis à beaucoup de personnes en tout genre d'avoir accès à cette aide et d'installer des citernes chez eux. Et puis alors, à propos de l'eau, il y a quand même en ce moment un colloque qui se déroule à Madiana, et on redécouvre que brusquement, l'État a un rôle important dans le financement de la politique d'investissement de l'eau dans les départements d'outre-mer. Alors, on va laisser Karine dire bonsoir. Bon. Bonsoir Karine, ça va? Bonsoir Mano, bonsoir aux chroniqueurs, bonsoir à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Bonsoir aux téléspectatrices et aux téléspectateurs. Je suis ravie d'être là. J'ai une pensée pour tous ceux qui vivent difficilement ces précipitations, particulièrement dans l'extrême sud. Donc j'ai vu des images de Sainte-Anne. Il y a des voitures carrément sous l'eau. Hein. Ah oui, j'ai vu des images gravissimes à Sainte-Anne et à Rivière-Pilote. Donc j'ai une pensée pour ces personnes et pour ces populations du moins. Et puis je souhaite attirer l'attention sur l'artificialisation des sols qui empêche à l'eau par capillarité d'aller dans les nappes phréatiques comme il faudrait. Et donc il faut qu'on pense aussi à notre rapport à l'urbanisation et à la nature pour permettre que les activités humaines se passent en bonne corrélation avec la nature pour ne pas avoir à subir des catastrophes comme ça s'est passé à Valence. Bien entendu, ce qui se passe aujourd'hui n'est pas comparable, mais vu les expériences, il y a moyen de... Je suis toujours étonné quand il pleut. Rivière-Pilote a ce problème-là avec les rivières. Mais ça, depuis quand Alfred Marie-Jeanne a été maire depuis 50 ans, au moins 50 ans à Rivière-Pilote. Il y a eu d'autres personnes qui étaient maires après Marie-Jeanne. Bon, maintenant, c'est... Deux. Et je comprends pas qu'on n'arrive pas à juguler ce problème à Rivière-Pilote pour l'eau, parce que c'est catastrophique. Hein. Quand il pleut beaucoup, je sais pas. Ben en fait, à Rivière-Pilote, il y a des zones où c'est plus bas que le niveau de la mer. Mm-hmm. Donc, si la marée est haute et si il pleut beaucoup, le flux de la rivière n'arrive pas à s'évacuer, et donc là, il y a une augmentation du volume de la rivière, d'où les débordements que l'on peut avoir. Et là où les inondations de Rivière-Pilote ont été les plus importantes, c'était en cas de pleine lune. Donc, il y a ça aussi qui joue malheureusement dans... Oui, parce que face au marché, là, le beau, c'est vraiment catastrophique. Entre la petite et la Rivière-Pilote qui se rejoignent. Voilà, mais bon, je serais tenté. Bon, moi, je vais dire, parce que je sais, je suis pas spécialiste de Rivière-Pilote, mais bon, en tout cas, j'ai été amené à participer à certaines études qui ont été lancées sur la commune, notamment. En tout cas, on avait mis certains fonds à l'ex-région où j'étais pour permettre à la commune de faire des fonds. Je sais que le maire actuel, il est en train de travailler pour tenter de trouver une solution et qu'ils vont travailler par phase, comme ce qui a été fait un peu à Fort-de-France, hein, que ce soit à Dillon ou que ce soit au centre-ville de Fort-de-France, pour permettre que ça soit un peu moins inondé avec des pâtes planches qui ont été mises tout le long, etc. Donc ils sont en train de travailler parce que ça va coûter très cher. Donc là, ils sont en phase d'études, normalement, pour voir et tenter de mettre différentes phases, que ça va coûter cher et ça va prendre du temps. Non, mais forcément. Donc, c'est fait, mais il y a une nécessité, comme tu l'as dit, parce que c'est vrai que les commerçants se retrouvent en grande difficulté à chaque fois, les habitants aussi, et dès qu'il n'y a plus, les gens sont inquiets. Et au François aussi, près de la station d'essence, là, au fait. François, toute cette allée-là, c'est là d'ailleurs que j'ai vu qu'il y a une voiture qui est carrément recouverte d'eau. Ah oui. Voilà, donc malheureusement, qu'est-ce qu'on peut vous dire? C'est force et puis courage, hein. De toute façon. Soyez prudents surtout. Soyez prudents, ouais. Les gens qui ont des 4x4, qui se disent je vais passer quand même, j'ai un 4x4, je peux passer. Ben, la force de l'eau envers ça. Il ne faut pas oublier que dans les pneus, il y a quand même de l'air. L'air, l'eau soulève l'air, donc on peut avoir un énorme véhicule si la pression des pneumatiques ne permet pas que le véhicule soit bien accroché, quel que soit son poids. La rivière part avec. Voilà. Donc il faut faire attention. Soyez prudents parce que les routes sont encore mauvaises. Tout à fait. Voilà. Alors on a quand même des bonnes nouvelles à annoncer. Moi, non. Tu en as? Oui, j'en ai. D'accord. J'en ai. Alors, j'ai 5 bonnes nouvelles.
La première, c'est qu'un jeune Éthiopien de 15 ans a inventé un savon anti-cancer capable de prévenir et de traiter certains cancers de la peau. Et il a été mis en valeur et élu enfant de l'année par le magazine Le Time. Donc c'est une excellente nouvelle, première nouvelle. Deuxième nouvelle, il existe une forte baisse des nouveaux cas de séropositivité du sida depuis 2014. C'est la plus forte baisse que l'on ait eue depuis 2014 et ça a été annoncé par l'agence ONU-SIDA. Donc là aussi, c'est une bonne nouvelle. Troisième bonne nouvelle, il y a eu une naissance d'un éléphant de Sumatra le 5 novembre. Une naissance d'un éléphant de Sumatra. C'est une espèce particulière d'éléphant. Ils sont un peu... vous voyez les chiens fermes, ils ont une petite crête de poils. En fait, ce sont les cousins côté éléphant de cette race-là. Et en fait, ils ont aussi une petite crête avec des poils bien dressés et bien drus. Et c'est une espèce en danger d'extinction. Et on a eu une naissance ce mois-ci et en fait l'extinction de cette espèce-là est liée à la déforestation massive et malgré ça ils ont réussi à faire en sorte de préserver le peu d'individus que l'on a encore pour leur permettre de se reproduire plus ou moins en sécurité. Et depuis 25 ans on a perdu 65% de la population d'éléphants de Sumatra, donc ça reste quand même une bonne nouvelle. Quatrième nouvelle, au Japon, on invente une capsule de lavage automatique pour humains qui sera présentée à l'exposition universelle à Osaka en 2025. Le sujet doit s'y allonger. Le bain, le rinçage et le séchage sont automatiques. Un cycle complet dure environ 15 minutes avec un flux d'air chaud pour le confort à la fin du cycle. Et ce projet peut répondre aisément à des solutions d'hygiène plus pratiques pour les personnes difficilement mobilisables. Donc, je pense aux aides-soignantes, aux infirmières, aux personnes des fois obèses qui sont difficiles à laver, ou des personnes qui ont de multiples traumatismes, etc. Ça peut être une solution pour leur confort et pour le confort des soignants également, des aidants en tout cas. Et ce sera présenté au Japon à la prochaine exposition universelle en 2025. Et dernière bonne nouvelle, en un an, la déforestation brésilienne a reculé de 30,6%. Elle n'a jamais été aussi basse depuis depuis l'arrivée de Jair Bolsonaro. Et donc, l'Institut national de recherche spatiale estime que l'action politique de Lula est très efficace et permet de préserver davantage l'écosystème. Et n'oublions pas que le Brésil, pour le moment, est le poumon de la planète. Donc, bien, voilà. Merci pour ces bonnes nouvelles. Est-ce que tu peux nous dire, les gens qui sont atteints du sida, est-ce qu'aujourd'hui on peut guérir du sida? Est-ce qu'on peut avoir des enfants même quand on a le sida, toi qui es dans une partie médicale? Le sida n'empêche pas d'avoir des enfants. En fait, les différentes thérapies qu'il y a à l'heure d'aujourd'hui permettent de diminuer la charge virale dans le sang, si bien qu'elle n'est pas détectable et que les séropositifs, d'ailleurs qu'on ne devrait presque pas appeler séropositifs parce que la charge virale est tellement basse que ça devient infime, peuvent quand même avoir des rapports sexuels ou des enfants. Mais par contre, on allonge leur espérance de vie, mais quand même, il y a des petites dégradations à l'intérieur de l'organisme liées à la présence du virus. Mais la charge virale est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins importante. Les objectifs de l'Institut de recherche contre le sida avaient statué sur le fait d'éradiquer le virus à 2030, et là, ils sont en train de revoir pour éventuellement 2033-2035. Mais de plus en plus, les séropositifs arrivent à avoir une vie normale, à avoir beaucoup moins de symptômes et une charge indétectable dans l'organisme. Par contre, il faut quand même, pour ceux qui ne le savent pas, des fois, deux personnes qui ont le sida peuvent se retrouver en couple et avoir des rapports non protégés. Et c'est pas parce qu'on est tous les deux séropositifs qu'il n'y aura pas des complications, parce que c'est comme pour le Covid, il y a plusieurs souches de virus
Et d'avoir plusieurs souches de virus au sein de son organisme, ça rend la trithérapie particulièrement inefficace. Et donc, les gens qui sont séropositifs, même quand ils le sont entre eux, il faut faire attention, pour ceux qui ne le savent pas. Très bien. Alors, en budget 2025, la censure du gouvernement Barnier se rapproche en dépit des mises en garde. À quoi s'attendre dans les prochains jours? Alors, Marine Le Pen a été reçue par le Premier ministre il y a 2 jours. Apparemment, elle n'a pas eu gain de cause aux yeux du Premier ministre, semble-t-il. Elle est partie de là pas très satisfaite. Et depuis ça, le Premier ministre, lui, il cherche à, par exemple, sur l'électricité, il a fait marche arrière. Apparemment, il essaie d'éviter la censure. Donc, est-ce que le gouvernement Barnier a encore longtemps à vivre? Bon. Quel est votre avis sur tout ça? En tout cas, d'ici la fin de l'année, en tout cas, il a 3 échéances. Que ce soit le projet de loi de finances sur la sécurité sociale, mais aussi il y a le budget aussi. La fin de l'année, c'est-à-dire 1 mois. D'ici 1 mois. D'ici décembre, il y a en tout cas 3 échéances qui peuvent le faire tomber, puisqu'ils seront obligés d'utiliser le 49.3 vraisemblablement 3 fois. Mais ils ont déjà dit que s'il y a utilisation du 49.3, c'est dissolution. Oui, Par contre, effectivement, et le RN l'a dit, la motion de censure, en tout cas, ils mettent de plus en plus la pression à ce niveau-là. Ils ont changé. On voit que le discours de Marine Le Pen a changé, surtout depuis le délibéré du procès. On a vu qu'elle est devenue un peu plus offensive à ce niveau-là, même si on sait que... Elle n'a rien à perdre, puisque si on la condamne, c'est fini. Oui, mais bon, lié ou pas lié, en tout cas, ça a changé. Son discours a changé tout de suite après, en tout cas. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que Michel Barnier, depuis un certain temps, il négocie. Il négocie comment? Il donne des signes un peu à tout le monde. Rappelons que normalement que le gouvernement voulait geler l'augmentation des retraites. Il a décidé de permettre l'augmentation à 0,8%, c'est de moitié. Mais ça, c'est parce que c'est notamment la droite qui l'avait demandé. Au groupe Horizon, par exemple, il leur a dit, le groupe Horizon veut créer une allocation sociale unique, ce qui va permettre de diminuer le coût bien sûr de l'allocation. Parce que s'il crée une allocation sociale unique, c'est pour toutes les rassembler, mais diminuer globalement et faire des économies. Eh bien, il leur a dit quoi? Eh bien, je vais étudier votre allocation sociale unique que vous voulez mettre en place et on va voir comment la mettre en place. Au MODEM, qu'est-ce qu'il leur a proposé? Le MODEM a proposé de remettre une taxe sur les très hauts revenus. Ils ont dit, d'accord, banco, on y va. Par contre, ils ont demandé aussi, ce qui est quelque chose que Macron défendait depuis longtemps, l'exonération des charges pour les entreprises, de plus les maintenir, mais de baisser cette exonération. Barnier, qui au départ avait dit non, parce qu'on sait que c'est un curseur, notamment que Macron ne voulait pas qu'on bouge par rapport aux différentes alliances qu'il a, il a dit, banco, on va bouger, on va y aller. Et tu l'as dit tout à l'heure là, il a rappelé, il n'y a pas longtemps, pas plus tard c'est hier, je crois d'ailleurs, ou avant-hier, il a dit, moi, je suis prêt à revenir, à mettre une dose de proportionnelle pour les élections législatives. Et ça, on sait qui est-ce qui demande ça depuis longtemps, c'est le Rassemblement national. Et aussi, bien sûr, comme tu l'as dit, revenir sur la taxe de l'électricité qui devait augmenter, il avait dit qu'il voulait la faire passer de 15% à 9%, qui voulait en tout cas, et ce qu'il a dit tout compte fait, je vais la geler, je ne vais pas la faire. Donc on voit qu'il essaie de négocier, de trouver une solution pour rester en place en tout cas. Alors Michel, comment tu analyses ça, ce qui se passe là? J'analyse ça comme étant, effectivement, le gouvernement n'a pas de... Bon, on est dans une situation qui a été déclenchée à long terme par la politique quand même du gouvernement qui a consisté à assécher le budget de la France de recettes en accordant des cadeaux fiscaux, disons, aux riches, en gros. Hein. Bon. Depuis 2017, depuis Macron 1. Bon, depuis Macron 1. Et deuxièmement, la décision, ça a ramené a fait monter le Front National. L'élection du Front National a été contrée par le Front républicain, mais surtout le nouveau Front populaire aux élections législatives. Et finalement, on est en face d'une situation où aucun groupe politique, il y a trois blocs en France, aucun groupe politique n'a la majorité. Ni le bloc Front populaire, mais qui est en numéro 1, et que Macron n'a pas voulu nommer comme Premier ministre. Bon, quand même. Bon. Ni le bloc Rassemblement national, ni ce qu'on appelle le bloc central,
constitué de plusieurs fractions, c'est-à-dire Ensemble pour la République, c'est-à-dire les macronistes, bon, les républicains, et le MODEM, Horizon. Qu'il a cité. Bon, donc ce groupe est hétérogène. Et en plus, la situation se complique parce que à l'intérieur du clan macroniste, il y a des gens qui se sentent des ailes pour une éventuelle élection de président de la République comme Gabriel Attal. Bon. Ou l'ancien Premier ministre aussi. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Ancien Premier ministre. Gérard Philippe, pas Gérard. Non, c'est pas Gérard Philippe. Édouard Philippe est déjà candidat. Il a déjà déclaré sa candidature. Tu as raison. Chef du groupe Horizon, il a déjà déclaré sa candidature. Barnier dit, bon, soyez responsables. S'il n'y a pas de gouvernement, la France va dans le mur. C'est encore, je suis tout à fait... Au moins sur ce point, je suis d'accord avec lui, que les agences de notation vont abaisser leur notation. Le résultat, c'est que les emprunts, les taux d'intérêt sur les emprunts que la France est obligée de faire, ne serait-ce que pour payer ses fonctionnaires. Bon. Eh bien, les intérêts de la dette vont considérablement augmenter, donc vont encore en plus écraser le budget. Bon. Mais tu parles de payer les fonctionnaires. Il y a une question même qui m'interpelle. Est-ce qu'on risque d'être comme aux États-Unis, faire l'histoire de shutdown? On ne peut pas payer les fonctionnaires, on ne peut pas payer les médicaments. Ce n'est pas tout à fait le même système, mais ça revient au même. Est-ce que ce n'est pas pour faire peur aux gens? Non, ils seront payés. La différence qu'il y a, c'est que... Ce n'est pas tout à fait le même système. Alors, Macron, Barnier dit non, il n'y a pas de shutdown comme aux États-Unis. Le shutdown, c'est quoi? C'est qu'il y a un plafond de la dette qui est considérable. Qui est fixé par le Congrès, et notamment par le Sénat. Et pour pouvoir dépasser ce plafond de la dette, il faut l'autorisation du Sénat. Sinon, on ne peut plus financer le budget fédéral. Okay? Là, tu parles des États-Unis. Je parle des États-Unis. Bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais le résultat risque d'être à peu près identique, en ce sens que si le montant des emprunts et de services de la dette augmente à cause de l'augmentation des taux d'intérêt et que la France, ayant sa notation diminuée, voit le spread, c'est-à-dire ce qu'on appelle le spread, c'est-à-dire l'écart entre le taux d'intérêt de la France et le taux d'intérêt de l'Allemagne, jusqu'ici c'est le critère, encore que l'Allemagne elle-même est en récession. L'Allemagne est en récession. Il y a des milliers d'emplois qui sont remenacés dans l'industrie allemande, qui était jusqu'ici le point fort de l'Allemagne. Bon. Donc, la France risque d'avoir du mal à payer ses fonctionnaires, entre autres. Mais pour moi, en tout cas, Michel, c'est pas vraiment du mal au début. Au début, la France pourra payer ses fonctionnaires. Ce qui va se passer, par exemple, ne serait-ce que sur les retraites. On sait que la retraite sera revalorisée de 0,8% au lieu de 1,8%, ce qui était prévu. C'est-à-dire qu'en 1er janvier, cette retraite ne sera pas revalorisée. Les fonctionnaires qui devaient normalement, s'ils avaient dans leur avancement de grade, d'échelon, etc., de carrière, qui devaient par exemple normalement à partir du 1er janvier avoir une augmentation, ils ne l'auront pas. Ils auront le même montant qui sera maintenu. C'est ce qui va se passer en attendant que le budget soit voté. Et c'est là qu'il y a un risque. Mais pour l'instant, au début, il n'y a pas de risque, en tout cas, de faillite de l'État, de ce qu'on peut penser au tout début. Non, pas du tout. Ils vont simplement reproduire ce qui était. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est augmentation, etc., les gens ne pourront pas en bénéficier. Tout à fait. S'il y a 49.3, s'il y a motion de censure, on va revenir au budget de l'année dernière, je crois. Alors, au cas où le budget n'est pas voté, effectivement, on applique le budget de 2024. Voilà. C'est ça. Donc, d'accord. Alors, tes impressions un petit peu sur tout ça? Alors, déjà, je vais donner des compléments d'information aux téléspectateurs. Selon Le Figaro, 53% des Français souhaitent voir le gouvernement tomber. 53%. Parmi les plus mécontents, on retrouve les fonctionnaires, les chômeurs, les partisans de LFI et du Rassemblement national. 22% des Français sont satisfaits de la politique d'Emmanuel Macron. Les motifs, 22. Il est tombé au plus bas. C'est beaucoup.
C'est beaucoup quand même. Absolument. Et donc, les motifs évoqués dans la censure sont la composition et l'orientation du gouvernement dans la négation des résultats des élections législatives de 2024, la rupture avec la tradition républicaine d'avoir un gouvernement de l'opposition dans ce genre de configuration-là, la contestation de l'austérité des mesures défendues par Michel Barnier qui aggravent la fracture sociale, donc l'accroissement des inégalités entre les classes. Et notamment la politique répressive anti-immigration et inadaptée face aux enjeux climatiques. Donc pour toutes ces raisons-là, il y a énormément de divisions au sein de l'Assemblée nationale et avec le gouvernement. Et donc le gouvernement se retrouve fragilisé. De toute façon, il était déjà question de plus ou moins parler de la destitution d'Emmanuel Macron, du manque de confiance avec le gouvernement qui déjà le recrutement du gouvernement, je l'ai dit à plusieurs reprises, les membres du gouvernement sont très contestés. Pardon, mais là on ne parle pas de destitution, là on parle de... Non, mais c'est lui qui sera obligé de... Oui, non, mais là on ne parle pas de destitution d'Emmanuel Macron par rapport au sujet de la motion de censure. D'accord. Mais ça fait partie de ce qui a fragilisé, ça a contribué à fragiliser les rapports entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, enfin et les députés. Et donc dans les circonstances que nous avons là, avec le budget qu'ils veulent faire voter en 2025, avec des coupes budgétaires dans pas mal de domaines régaliens, Bon. Alors, une question, c'est vraiment Mathieu, pardon. Est-ce que vous pouvez me dire très rapidement, est-ce que vous pensez que Macron va démissionner ou pas? Ou est-ce qu'il va s'arc-bouter jusqu'en 2027? 27. Est-ce qu'il va démissionner, Michel, rapidement? Bon, jusqu'ici, il a toujours dit non. Bon. Mais est-ce que les éléments là ne vont pas le pousser? Le problème est le suivant. La France insoumise joue la censure parce que Mélenchon, lui, il pense qu'il faut provoquer une élection et donc que Macron démissionne. Il pense que lui, il aura ses chances. Ce qui n'est pas du tout le point de vue du Parti communiste, d'ailleurs. Bon. Oui, parce qu'on a eu Mélenchon une première fois, ça suffit. Hein. Ah bon? On a eu Mélenchon comme président. Non, parce que Mélenchon... On parle de candidat. Je vais pas dire en 2 mots, parce que Mélenchon a utilisé le Parti communiste comme un marchepied pour monter. Et les communistes, dans leur majorité, ne veulent plus de ça. Bon. Il n'y a que le président des communistes qui a été élu. La variable, c'est l'attitude du FN. C'est jusqu'ici, le FN considérait qu'il n'avait pas assez chances pour le moment, qu'il n'était pas prêt à affronter le RN. Oui, nous sommes d'accord. Bon, FN et RN, c'est la même chose. Bon. Jusqu'ici, le RN, FN, considérait qu'il n'était pas prêt à affronter une élection présidentielle et même des élections législatives. Et par conséquent, il fallait un peu attendre. Bon. Sauf qu'il y a la variable que tu viens d'indiquer, c'est-à-dire le procès. Bon, alors, le procès, et le suivant, c'est qu'il a été renvoyé à mars. Non. Oui, la décision 31 mars. La décision qui est au 31 mars. Mais le procès la décision, bon, le délibéré. Voilà. La conclusion du procès a été renvoyée. Par conséquent, les observateurs, les analystes se disent, à l'intérieur même du RN, il y a des gens, parce que c'est comme partout, c'est comme au PPM, il y a des gens qui veulent devenir calife à la place du calife. Tout à fait. Bon. Et tu as des noms au PPM. Tu peux nous citer des noms au PPM. Je fais allusion à des choses que j'ai lues concernant un certain conseiller municipal que je connais bien. Lequel? Des Steve noms. Moreau. Ah, Steve Moreau. Mais oui. Steve Moreau dit, on lui demande pourquoi. Il a démissionné, il a dit parce qu'il y avait un plafond de verre. Ça veut dire en fait qu'il pensait qu'on l'aurait désigné comme candidat à l'élection municipale et puis on ne l'a pas désigné. Bon, et c'est pour ça. Bon. D'accord. C'est de la petite politique politicienne. Bon. Ouais. Bon. Ouais.
Bon, tu peux nous éclairer sur ça? Bien sûr, sur Michel Barnier. Sinon, sur Steve Moreau, tu es au courant? Chaque chose en temps et en heure. De la langue de bois, chaque chose en temps et en heure. Mais ce que Michel vient de dire... Non, j'ai entendu, effectivement, j'ai entendu ça dans les médias. Il voulait se présenter comme maire de Fort-de-France? Non, ça, je sais pas, mais en tout cas, j'ai entendu dire dans les médias qu'il a dit que c'est parce que... En gros, qu'il considère qu'il a travaillé beaucoup et qu'il y a sur certains postes et qu'on lui a pas donné sa chance et qu'on a donné la chance à d'autres personnes. Ça, j'ai entendu ça. D'accord. Vous savez, ce sont des choses que je connais, que j'ai déjà vues depuis un certain nombre d'années en politique et qui existent toujours. L'ambition fait que des fois, beaucoup de personnes veulent être à certains postes. Parce que moi, j'ai cru qu'il s'était rapproché du Aéroprac et que c'était pour ça qu'il avait démissionné. Et le Aéroprac, le gars du Aéroprac, le patron du Aéroprac a dit m'en mettez un bas bois moins. Donc sur deux médias, j'ai entendu ça. Que ce soit, je l'ai lu en tout cas. Je l'ai entendu sur une radio et je l'ai vu sur un journal aussi où il a déclaré ça clairement. Donc bon, voilà. D'accord. Est-ce qu'il est encore au PPM? Non, pas du tout. Il avait déjà démissionné. Il a démissionné du PPM et de la municipalité. Progressiste martiniquais. Les deux. Mais ce sont des choses qui font partie de la vie politique, d'un parti politique. Ça existe. Il y a des gens qui arrivent, il y en a qui viennent, qui partent. Moi, je l'ai vu arriver, mais là, je le revois partir, etc. Et j'en ai vu d'autres arriver, j'en ai vu d'autres partir aussi. En fonction des ambitions de chacun. Donc voilà. Puis après, il y a des gens qui restent parce qu'ils ont une idéologie profonde, etc., qu'ils croient en certaines convictions et qui considèrent que tout ne passe pas par forcément un mandat et que dans un parti, il y a environ 2000 militants et que les 2000 ne peuvent pas être élus, et ne serait-ce que sur une liste municipale, par exemple, Michel Blanchy en a parlé, il n'y a qu'un premier adjoint, on ne peut pas mettre 10 personnes premier adjoint. Mais regarde, Michel Blanchy, communiste depuis longtemps, il est resté communiste jusqu'au bout. Oui, mais parce que c'est quelqu'un qui a une idéologie, il a une idéologie profonde et voilà, donc chacun a sa vision. Je suis d'accord avec lui sur le fait que... ce qui est devenu de plus en plus rare. Quand on est un militant, on est d'abord militant pour une idéologie et pas pour un poste. Voilà. Bon, mais ça se dit, il arrive à beaucoup de partis, la chose suivante, c'est quand ils arrivent au pouvoir, ils attirent des gens qui viennent non pas pour le pouvoir, pour exercer le pouvoir, mais pour avoir le poste. D'accord. Et je pense que quand j'ai entendu, moi aussi j'ai entendu cette interview sur une radio que tu connais bien, bon, et j'ai lu après son interview, comme par hasard d'ailleurs, au même moment, il y a eu l'interview à la radio, puis il y a eu une interview très fleuve dans France Antilles, où c'est expliqué. Bon, c'est con. Alors, j'ai été consterné. Ouais. J'ai été consterné. Alors, Mathieu, tu n'as pas répondu à la réponse sur la démission de Macron. Est-ce que tu penses qu'il va démissionner? C'est normal ce que tu m'as... Tu passais sur notre sujet. D'ailleurs, j'étais même en train de chercher des choses pour pouvoir te montrer que contrairement à ce que j'ai entendu, que le Parti progressiste martiniquais est toujours auprès du peuple, avec le peuple. Et je cherchais une photo pour te montrer ce qu'il organisait pour aider les personnes nécessiteuses et qui sont en grande difficulté, avec des paniers repas. Qui faisait le Parti progressiste martiniquais. Pour montrer, je te donne juste un exemple pour montrer en tout cas qu'on essayait d'aider les gens. On ne fait rien de parfait, mais on essaie de l'aider. Et quand on regarde le budget qui est consacré, Michel le connaît très bien, la ville de Fort-de-France, ne serait-ce qu'au CCAS, ne serait-ce que ça, qui est très important, ça montre déjà la volonté sociale qu'il y a d'aider et d'accompagner les gens et les personnes qui sont en grande précarité au quotidien. Avec les moyens qu'ils ont, on sait très bien qu'ils diminuent, mais en tout cas, ils font le maximum pour aider et accompagner ces personnes-là au quotidien. Donc, alors, revenons à la démission de Macron. Maintenant, je réponds à ta question. Va-t-il démissionner ou non? J'ai un doute, parce que comme Michel l'a dit, il a toujours affirmé que non. Il semble quelqu'un qui décide tout seul, très rare que bouté. D'ailleurs, ça s'est vu, quand il a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale, il n'a prévenu personne, il n'a rien dit à personne, même à son premier ministre vraisemblablement. Quelques conseillers quand même. Qui semble, oui, ça c'est un peu normal, qui semble en vouloir. Et le président du Sénat aussi. Oui, voilà, mais qui semble en vouloir toujours. Et d'ailleurs, l'ancien ministre de l'Intérieur, je vois ses sorties ces jours-ci. Ah oui, Darmanin. Je me pose un peu des questions. Au Rassemblement national. On sent qu'il a des velléités et en même temps des règlements de compte. Donc on se pose des questions, parce que ce sont de véritables revirements, en tout cas. Après, moi je voulais dire, il y a une donne qu'il faut qu'on prenne en compte. Le LFI, bien sûr, on sait qu'ils ont dit qu'ils veulent faire tomber le gouvernement. Là, on entend le Rassemblement national dire aussi la même chose. Mais le Rassemblement national, le LFI, a-t-il intérêt que le Rassemblement national vote avec eux? Pour moi, non. Pour une raison très simple. LFI a toujours dit que le gouvernement actuel a fait une alliance avec le Rassemblement national, et c'est un peu leur fonds de commerce. Ils communiquent sur ça énormément au quotidien pour dire, regardez, ils sont tous ensemble, etc. Et ils sont tous ensemble, ils vont dans le même sens, ils prennent des mesures contre la population, etc., contre les personnes qui souffrent, qui sont dans grande précarité, tout ça. Là, si le Rassemblement national vote avec LFI,
qu'est-ce qui va se passer? Si on vous parle même de nouvelle élection présidentielle, etc., ça va mettre Marine Le Pen comme principale opposante au gouvernement. Donc, ce qui fait qu'elle risque de prendre le leadership sur LFI. Et là, ces temps-ci, on voit qu'il y a certaines manœuvres qui sont en train de s'opérer, etc., d'LFI pour faire en sorte que le Rassemblement national ne vote pas avec eux cette notion de censure. Donc, ce qui fait que chacun a un peu ses propres intérêts par rapport, comme tu l'as dit, aux futures échéances qui vont arriver. Et là, franchement, il risque d'avoir, comme on dit encore, il y a l'angé macaque là qui a fait ses joutes. Alors, en parlant d'échéance, je vais te poser la question sur Macron. En parlant d'échéance, j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui... La mairesse, on ne dit pas ça, la mairesse? La mairesse de Paris... Ou des fois, on dit Madame le maire, ça dépend. Madame le maire, Madame le maire de Paris, Anne Hidalgo, a dit qu'elle ne se représente pas. 2 mandats, c'est suffisant. Oui. Ouais. Et voilà, donc elle ne se représente pas. Les gens se posent la question, est-ce que c'est parce qu'elle sait qu'elle ne va pas repasser avec tout ce qu'elle a fait à Paris? C'est une surprise pour beaucoup d'observateurs, en tout cas, parce que beaucoup de personnes pensaient qu'elle était déjà plus ou moins en campagne. Donc, elle voulait être présidente aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Bon, alors, est-ce que Macron peut démissionner, à ton avis? Je croyais que tu me posais la question par rapport à Anne Hidalgo. Mais tu peux répondre aux deux. Tu peux répondre aux deux, il n'y a pas de souci. Non, je pense effectivement qu'elle a des ambitions présidentielles et que par conséquent, il faut qu'elle s'y prépare. Donc, à mon avis, il y a de très très fortes chances, sachant qu'elle a des partisans qui sont chevronnés auprès d'elle, notamment dans Paris, dans l'Île-de-France. Elle a quand même pas mal de soutiens et des soutiens qui ont de gros moyens. Donc, je pense qu'effectivement, il n'est pas impossible de la retrouver dans une configuration d'élection présidentielle a posteriori. Donc, pour qu'elle se prépare bien, elle ne peut pas gérer la mairie de Paris et prétendre à la présidentielle tout de suite après. En tout cas, je ne pense pas qu'elle aura beaucoup de voix des Parisiens. Je ne crois pas. En tant que présidente? Non, pas peu importe, parce que vu là ce qu'elle a fait à Paris, semble-t-il, là, parce que les gens disent... Contestation. Ah oui, il y a une forte contestation contre elle. Alors, il y a une forte contestation dans l'Île-de-France. Ça dépend de l'arrondissement. Alors, voilà, il y a cette partie-là. Et puis, Paris, c'est très embourgeoisé. Et le but, c'était de faire en sorte que Paris continue à s'embourgeoiser, que Paris reste une ville un peu privilégiée par rapport à ce qui se passe autour, et que les valeurs immobilières à Paris continuent d'augmenter pour nourrir les besoins financiers de la mairie, donc des mairies de Paris, puisqu'il y a une mairie par arrondissement, etc. Donc, il y a aussi cette configuration-là. Mais moi, je pense qu'elle ne se dit pas du tout qu'elle est perdante au niveau des élections et qu'elle se dit qu'elle se lance sur autre chose, qu'elle s'y prépare bien parce qu'elle a des soutiens de poids. Et il n'est pas impossible qu'on la retrouve aux élections présidentielles. Et pour répondre à ta question concernant Emmanuel Macron, j'ai envie de te dire qu'il est très surprenant parfois. Et donc, je pense qu'il est probable qu'il ne démissionne pas, mais il a l'habitude de nous surprendre. Donc, on ne jette pas non plus l'autre probabilité complètement à la poubelle. Bien. Et tu disais que pour Mme Hidalgo, qu'elle a des... Oui, alors à propos de Mme Hidalgo, quand même, les avis sont partagés sur son bilan. Elle a pris des mesures, notamment en matière de circulation, qui étaient un peu impopulaires, mais qui étaient des mesures nécessaires. Mais oui, parce que la première chose que... Alors, quand tu arrives à Paris, moi je prends un taxi pour aller à mon hôtel. Le premier Magaton, c'est Bouglaka vitupéré contre la mer de Paris. Bon. Mais ce n'est pas un avis avisé concernant le climat, concernant la circulation. Il fallait bien qu'on prenne des mesures pour améliorer. Or, la circulation, c'est quand même beaucoup amélioré à Paris. La pollution aussi. Mais oui. C'est dommage que tu ne conduises pas à Paris. Si tu conduisais à Paris, tu n'aurais pas eu ce... Je conduis à Paris. Personnellement, je conduis à Paris et je peux te dire que non seulement Paris est de moins en moins pollué, je ne suis pas d'accord avec toutes les mesures qu'elle a prises, je commence déjà à le dire, mais en tout cas, Paris est moins pollué. On essaie de renaturaliser Paris, donc de remettre de la végétalisation dans Paris pour améliorer les conditions de pollution, parce qu'il y avait toute une nappe de pollution sur Paris qui était visible de très loin. D'ailleurs, quand on est dans les immeubles les plus hauts de Paris, par exemple à la Tour Montparnasse, on voit que ça fait vraiment comme
un nuage bas sur Paris de pollution un peu couleur rouille. Et il y a des études régulières sur la qualité de l'atmosphère à Paris qui réduit l'espérance de vie des Parisiens. Donc, je pense qu'il est aussi sous cet aspect-là. Quand on analyse les choses, ce n'est pas tout à fait irrationnel non plus d'avoir... Oui, mais ce sont les écologistes qui raisonnent comme ça. C'est la plupart des Parisiens. Des même Parisiens râlent. Mais bien sûr, mais c'est naturel pour le Parisien de râler. Quand il fait beau, il fait trop chaud. Quand il pleut, mais c'est naturel. Non, alors, tu voulais dire, quand tu arrives à ton hôtel... On ne fait pas. En politique... On ne peut pas plaire à tout le monde. En politique, il faut quand même avoir une vision à court terme, à moyen terme et à long terme. Bien sûr. C'est la même chose pour le problème de la vie chère. Il faut avoir une vision à court terme, 20%, à moyen terme, contrôle des prix de tous les produits, à long terme, changer l'économie de la Martinique pour la rendre moins dépendante. C'est simple. C'est simple. Si on veut s'attaquer au problème. Bon, maintenant... Si on dit qu'il faut tout de suite que les prix baissent de 40%, à mon avis, c'est un objectif inatteignable. Bien. Bien. Alors, on va passer à autre chose. On devait vous passer des images, mais Grégory m'a dit qu'on n'a pas les images, il n'a pas les images. Une centaine de policiers étaient rassemblés devant le commissariat de Fort-de-France ce lundi matin, 25 novembre. À l'appel du syndicat Alliance Police. Ils ont exprimé leur ras-le-bol face à la gestion de la crise sociale que traverse la Martinique. Donc les policiers estiment qu'ils sont sous-dotés en matière d'armement, de véhicules et d'hommes aussi, puisqu'on a reçu ici le syndicaliste. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Alors moi, les retours que j'ai de la part des policiers, c'est que premièrement, ils ont des conditions de travail difficiles, qu'ils ne sont pas toujours traités, enfin pendant la crise, parce que là, il s'agissait de leur traitement pendant la crise sociale liée à la vie chère. Ils n'ont pas été traités équitablement par rapport au CRS. Il y a un policier justement qui me disait que ils enchaînaient les heures de travail et que quand on leur a proposé à manger, on leur a donné un hamburger et un soda et les CRS avaient entrée plat dessert. Donc ce sont des inégalités de traitement qui sont extrêmement choquantes et là aussi ça crée de la division au sein des unités. Il y a aussi une contestation et une incompréhension quant aux ordres qui sont donnés et puis au rapport avec la hiérarchie. Par exemple, les policiers pouvaient ne pas être d'accord avec les ordres que donnait la hiérarchie des CRS, etc. Et des fois, ils n'étaient pas coordonnés. Donc, il y a aussi des problèmes internes que l'essentiel de la population ne connaît pas. Mais ça a semé un peu la division parmi les policiers et je pense que ça fait partie de ce qui a créé cette mobilisation de la part des policiers le 25 novembre. Mathieu? Non, moi, sur le sujet, je vais être un peu plus large parce que des mobilisations des policiers, effectivement, depuis un certain nombre d'années, j'en connais et j'en ai même participé à certaines, même des rencontres. J'ai même eu plusieurs occasions de rencontrer des ministres de l'Intérieur à ce sujet pour plusieurs raisons. Manque de moyens. Et ça, on le sait depuis un certain nombre d'années, que ce soit en zone police, que ce soit en zone gendarmerie. Là, c'était les policiers, mais c'est sur l'ensemble du territoire qu'on souffre d'un manque de moyens. Même s'il y a une ou deux casernes supplémentaires qui ont été mises au gré, il n'y a pas longtemps, on a parlé de Darmanin qui l'ont mis en place. Mais globalement, il manque de moyens, c'est manque de moyens humains, manque de véhicules aussi. À ce niveau-là. Matériel aussi. Et demain, oui, véhicules, matériel, de tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Les policiers ont dénoncé aussi une chose qu'on a entendue, c'est-à-dire une violence qui devient de plus en plus difficile. Rappelons qu'en Martinique, là on en est à 24 morts, 16 par arme à feu, et que dans les derniers événements, sur les policiers, ils l'ont dit à de multiples reprises, et ça s'est vu sur certains véhicules que moi j'ai vu aussi, ils ont tiré à balles réelles. Donc ça montre que la violence est passée à un autre cran. Et c'est ce qu'ils dénoncent aussi. Ils dénoncent face à cette violence qui passe de notre cran, il faut changer de méthode, nous donner plus de moyens, mais aussi changer de méthode et revoir un peu notre manière d'intervenir sur le terrain parce qu'on risque notre vie au quotidien de plus en plus. Et ça devient de plus en plus difficile. Et rappelons qu'il y a pas longtemps, il y a déjà au moins 6 mois, le Sénat a fait un rapport. Le Sénat a fait le lien entre le narcotrafic et la violence et la circulation des armes. Oui. Et ce rapport est assez alarmant. Ce rapport dit clairement, et le rapporteur, c'est pas moi qui le dis, la France
à livrer nos pays, nos territoires au narcotrafic. Et même la France hexagonale. Même la France hexagonale, mais ils disent que c'est pire en Outre-mer, parce qu'il y a quand même quelques mesures qui sont mises pour empêcher la drogue de rentrer en hexagone. C'est là que sont mises en place les principales mesures, mais pour l'empêcher de venir chez nous, là, il y a vraiment moins de mesures. Ils demandent que les choses soient égalitaires. Et c'est marqué noir sur blanc dans le rapport qu'on revoit la donne. Et là, c'est grave, parce que sur près de 27 tonnes de cocaïne saisies en 2022, je crois, si je ne me trompe pas, il y a 55% qui sont saisis sur nos territoires, simplement. Et que nous sommes devenus la plaque tournante, le lien entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Pour une raison très simple, c'est qu'en Amérique du Sud, le marché est un peu saturé. Donc, ce qui fait qu'ils ont décidé, les réseaux de narcotrafic qui sont très bien organisés, ils parlent même dans leur rapport de corruption, etc., de certains hauts fonctionnaires, certains magistrats, de tout le monde. Le rapport rentre un peu dans le détail. Et d'ailleurs, le nouveau ministre de l'Intérieur, Retailleau, a dit qu'il va s'inspirer de ce rapport-là pour mettre en place des choses. Et il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une semaine, il parle un peu de ça aussi, je sais pas, c'est dans une interview, je l'ai entendu parler de ça. Mais il y a une réalité, c'est que cette réalité, il manque des moyens ici, à ce niveau-là. Mais moi, ce que je défends toujours au quotidien, ce ne sont pas que des moyens sécuritaires, mais il faut mettre aussi des moyens d'insertion, d'aide et pour accompagner nos jeunes. Parce que quand on voit que les emplois aidés ont diminué, ne serait-ce que sur les PEC, là on voit que les PEC ont diminué. Beaucoup de personnes là en ce moment d'ailleurs qui travaillent dans des associations ou dans des établissements, ce sont des contrats aidés, en gros pour simplifier, qui sont mis en place. Là, le gouvernement a décidé de réduire ces contrats, mais au-delà de réduire ces contrats, c'est-à-dire que les personnes qui bénéficiaient déjà de contrats aidés, qui ont fait des CUI, etc., et là qui ont enchaîné des PEC, maintenant ne peuvent plus bénéficier de ces contrats. Donc se retrouvent du jour au lendemain au chômage. Et c'est ce qui se passe là actuellement. Donc quand on connaît la précarité et le chômage sur nos territoires et en Martinique, donc on fait un lien un peu avec tout ce qui se passe, et ce qui fait qu'il faut travailler, bien sûr, comme je l'ai dit, juste pour résumer, donner des moyens à la police et aussi pour lutter contre le narcotrafic, tout ce qu'on veut, mais aussi mettre en place des moyens d'insertion pour aider et accompagner nos jeunes au quotidien. Alors Mélenchon dit en France, la police tue. Est-ce qu'on pourrait penser, on n'a pas ce genre de problème ici à la Martinique? Et qu'est-ce que tu penses de ce que les policiers disent? Moi, quand Mélenchon dit ça, il est. Notre problème, c'est un problème il a dit que la violence a changé de niveau. Et ce qu'exprime ce syndicat Alliance, qui est quand même un syndicat lepéniste, bon. Non. Il y a des syndicalistes dans la police qui sont des syndicalistes républicains. Je suis pour une police républicaine. Bon. Que les syndicalistes protestent contre les manques de moyens humains ou matériels, nous sommes d'accord, ils sont dans le rôle du syndicat, mais qu'ils jugent les politiques publiques et qui disent qu'il faut faire plus de répression, et qui s'opposent à la justice, bon, au même moment où ils s'opposent, ils disent que la justice ne fait pas son boulot, dans le même moment, on convoque des gens qui sont autour du RPRAC et qui disent qu'on les persécute. Bon, donc il faut quand même... Il y a deux logiques qui s'opposent. La logique... Bon, et le préfet dit, moi, on ne peut déférer des gens que s'il y a des procédures qui tiennent. C'est-à-dire qu'on a des choses véritablement à leur reprocher. Donc on peut pas mettre en tôle simplement un type parce qu'on l'a arrêté au coin de la rue. OK? Donc par conséquent, je ne suis pas toujours les policiers sur ce terrain. OK? Mais ceci dit, le problème que nous avons, et là je rejoins un petit peu Cordémy, c'est que nous avons un problème de crise sociale qui s'exprime à travers une certaine désespérance de la jeunesse, qui s'exprime à travers, alors on ne la prouve pas, je ne la justifie pas, mais une certaine violence. Bon, alors, autrement dit, la politique républicaine de la sécurité, c'est 3 mots. C'est répression, d'accord, et puis insertion. OK? Insertion. Il faut insérer la jeunesse, il faut former la jeunesse, et puis surtout, là où peut-être que je serai d'accord avec eux, il faut établir l'autorité. Bon, la discipline. Quand ils disent qu'on a supprimé le service militaire, par exemple, j'ai entendu Berthet dire ça, il a raison.
Oui. Il a parfaitement raison. C'était Chirac, pour des raisons électorales. Pour des raisons électorales. Bon. Autrement dit, dans un pays comme la Martinique, je n'oublie pas que je suis un éducateur. À l'entrée de mon dojo, il y a les valeurs courage, politesse, respect, ok, persévérance, ok, et bienveillance. Ok. Ce sont les valeurs, ce sont les valeurs du code du samouraï. Ce sont ces valeurs qu'il faut enseigner dans les écoles. Alors, ce n'est pas, les effets ne sont pas immédiats, mais c'est ça que nous avons devant nous. Si nous voulons avoir une société martiniquaise optimiste et qui croit en son avenir, ce sont ces questions-là qu'il faut mettre devant nous. Ce n'est pas simplement demander aux magistrats de foutre tout le monde en tôle. Voilà. Alors, ce matin aux nouvelles, j'ai vu qu'il y a une bande de jeunes filles qui ont attiré une jeune fille d'un collège dans une rue derrière le collège et l'ont tabassée. Et on voit les images, hein. La fille à terre et ils sont en train de la pilonner, des coups, tout ça. Bon, on a vu d'autres images encore. Et la question après sur le plateau des journalistes, c'était comment faire pour se sentir, qui doit éduquer les gens. Alors certains disent que ce sont les parents, d'autres disent que c'est l'école, d'autres disent qu'il faut ces gens-là les mettre dans des centres fermés. Alors quel est votre avis sur ça? C'est le tout. C'est le tout, c'est-à-dire je te réponds. Tu ne peux pas éduquer quelqu'un si toi-même tu n'as pas été éduqué. Il a été jusqu'à dire que les parents qui ne s'occupent pas correctement des enfants doivent être suspendus. Bien entendu. Pour les allocations. Mais l'école aussi, l'autorité des enseignants doit être rétablie. Mais ce n'est pas seulement les enseignants. Alors, qu'est-ce que tu entends par autorité des enseignants? Bon, et enfin, in fine, il y a des gens qui sont arrivés à un certain âge, 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans, qui sont irrécupérables. Il faut les mettre dans un endroit où on les rééduque. Qu'est-ce que tu entends par autorité des enseignants? Pardon? Qu'est-ce que tu entends par autorité des enseignants? Je veux dire par là qu'il faut donner plus, il faut soutenir beaucoup plus les enseignants dans leur rôle d'éducation et de sanction. Il ne faut pas que chaque fois qu'un enseignant donne une sanction, qu'il soit critiqué. Critiqué, il peut être battu. Et même, il peut être frappé par les élèves. Ça, c'est mieux qu'aujourd'hui, il y en a un qui a été menacé. C'est pourquoi je t'ai répondu quand tu m'as posé la question. Voilà, malheureusement. Oui, bien sûr. Les enseignants ou les parents ou des centres, je te dis les trois. Oui. Bon, mais les trois, chacun dans une dynamique qui lui soit propre. OK? Une dynamique qui soit propre. Tu es né chez nous, enfin sur le plateau. Est-ce que tu te rappelles au Gourmand Trinité? Ah oui, bien sûr. Comment c'était? Quand il y a ça, je n'ai oublié non. Moi, ça me dit. Voilà. Moi, je changer ça. Au Gourmand, c'était, enfin on disait la tracée parce que c'était dans le quartier la tracée. Cléologie, je crois. Cléologie. Mais effectivement, c'était un centre. Et de ce centre, il y a beaucoup de personnes qui sont sorties de là et qui sont devenus des instituteurs, des gens performants, tout ça. Comme quoi, les centres, des fois, on dit oui, mais il en faut. Quand les parents, quand tu as un enfant à la maison et puis qui frappe sa mère ou son père, comment ces deux-là peuvent faire quelque chose? Ils sont déjà terrassés par ça. Ou quand le type est un narcotrafiquant, qu'il ramène un frigo, et il équipe toute la maison, et que la maman ne lui donne pas où il a pris l'argent, aussi. Globalement, tu as parlé des différents lieux de socialisation, en tout cas école, etc. Il y a un effondrement de ces différents lieux. Avant, il y avait des lieux qui jouaient un rôle très important dans la socialisation. Il y avait, bien sûr, les parents, ça c'est classique, l'éducation, les parents, donc le milieu familial. On retrouvait l'école, et après, très souvent, on retrouvait dans toutes les études la religion. Mine de rien, ça fait partie des différentes études, et puis il y avait d'autres lieux de socialisation. Et il y a eu un effondrement de deux des lieux les principaux, la famille, mais aussi l'école. Pour différentes raisons qui ont déjà été évoquées, etc.
Et puis, tu as un troisième lieu, c'est le secteur associatif. Le secteur associatif, il est certain que nous avons un gros problème dans les associations, c'est le vieillissement des cadres, qui sont le plus souvent des bénévoles. Qui sont fatigués. Et qui ne sont pas remplacés. Tu vois, d'associations de football, de karaté, de tout ce que tu veux. Bon. Donc, là aussi, il faut c'est un investissement aussi qui est important de la part que c'est d'abord les communes. Ce sont les communes qui font cet investissement dans le secteur associatif. Et ça fait partie des moyens qui diminuent. Donc, quand on diminue les moyens des communes, les dotations, notamment de fonctionnement, les dotations de fonctionnement, mais c'est ça, hein, les subventions aux associations, ça émarge au budget de fonctionnement des communes. Mais les communes ont de moins en moins de possibilités, c'est ça. Voilà. Puis j'allais revenir avec ce qu'on disait tout à l'heure là, quand on parlait de moyens pour l'insertion, aider, accompagner, faire de la prévention, etc. Quand on supprime des emplois aidés qui on retrouvait dans beaucoup d'associations, tu l'as dit, hein, notamment associations sportives, culturelles, etc., qui permettaient aussi d'aider, d'accompagner les jeunes des différents quartiers, etc. Ce sont des jeunes qui sont livrés à eux-mêmes, des personnes qui sont livrées à eux-mêmes, qui ont moins d'encadrement. Et à ce moment-là, qui peuvent partir malheureusement vers des comportements déviants quand on sait déjà, et on l'a dit tout à l'heure là, quand on sait qu'on devient entre guillemets une plateforme pour... Mais quand même, oui. mais quand même, il faut dire une chose. Il ne faut pas suivre ce que disent les pays occidentaux, supprimer toute contrainte. Il n'y a pas d'éducation, de formation, s'il n'y a pas à un moment donné aussi, on demande une certaine contrainte. Okay? D'accord. Bon. Je suis parfaitement d'accord avec Michel et Mathieu. Je vais rajouter qu'il y a une perte de valeur au sens large dans la société. Il y a un manque de repères, il y a un manque d'exemplarité. Et donc, par conséquent, quand on n'a plus de rigueur personnelle, quand on n'a plus de discipline personnellement, hein, pas imposer ses idées aux autres, hein, je ne parle pas de ce type de discipline-là, je parle vraiment de rigueur et de discipline personnellement. Avant, je ne sais pas si je suis la plus jeune du plateau. Tu es jeune. Mais avant, on avait quand même... on se faisait un devoir d'avoir une certaine ligne de conduite, d'avoir une certaine présentation, de ne pas déshonorer la famille, les parents, etc., de ne pas faire... De ne pas trop s'écarter du bon chemin, même s'il y avait quand même une marge qui s'est élargie avec le temps, parce qu'il faut quand même de la liberté, il faut quand même de mauvaises expériences, parce que ça rentre dans l'éducation. Mais ce que moi je constate de mon petit siège de cadette sur le plateau, j'ai vu avec le temps que les aînés ont voulu donner une meilleure vie aux générations d'après. Et donc, par conséquent, on les a exemptés d'un certain nombre de contraintes. L'absence de contraintes a été considérée comme un acquis, donc ça n'a pas été considéré comme un bénéfice et comme quelque chose qui permettait d'éviter des problèmes dans la vie. Ça a été considéré comme de l'acquis. Et donc, la résistance aux contraintes est différente, la tolérance aux difficultés est différente, et tout le monde recherche des facilités et veut plus de facilités pour les générations d'après. Le problème, c'est que les difficultés font partie de l'éducation, le manque fait partie de l'éducation, la déception fait partie un non, ce n'est pas une méchanceté qu'on en fait à un enfant quand on lui dit non, et pourtant des fois on pourrait se poser la question, y compris de la part des parents. Donc on a ce rapport-là à toujours vouloir porter l'enfant, c'est plus le culte de l'enfant roi, hein, c'est vraiment le culte de l'empereur à la limite, mais par moment, il faut gagner en humilité et puis en analyse par rapport à si on rend service à l'enfant et si on se rend service. J'ai l'habitude de parler avec toute génération
Et une fois, j'ai une patiente centenaire je la soignais et elle était en train d'interagir avec les membres de sa famille et parlait d'une situation familiale. Et elle s'est permise de dire vaut mieux c'est chamela qui plairait qui maman qui plairait. Et je pense qu'on a ce petit truc-là avec le créole, avec les anciennes expressions ou avec très peu de mots, on arrive à exprimer des vérités redoutables. Il vaut mieux que ce soit l'enfant qui pleure avec une punition plutôt que plus tard, en grandissant, que ce ne soit la maman qui n'ait à pleurer d'une situation dommageable avec l'enfant. Et donc, reprenons-nous un petit peu, reconnaissons-nous déjà entre nous et avec nos valeurs, et je pense que ça fera du bien à toute la société. Alors, je remercie Valérie Virtal-Loyo qui m'a envoyé un communiqué à l'instant où elle me dit « La FSU Martinique a appris avec effroi les événements qui ont eu lieu au LP Raymond Néris du Marais. Un élève a menacé un enseignant avec son arme factice. Il s'est même permis de le tenir en joue. La société martiniquaise est en effet devenue de plus en plus violente, ce genre d'actes, tout ça. Et elle dit en conclusion, la FSU rappelle que tout personnel qui se sent attaqué dans ses fonctions peut demander à l'autorité académique la protection fonctionnelle. C'est-à-dire peut-être être... Oui, bien sûr. Oui. Donc, merci beaucoup Valérie pour, effectivement, ça tombe à point nommé pour ce que nous étions en train de dire. Mais, je ne sais pas, je risque de me faire lyncher peut-être, hein. Mais moi, il y a déjà une dérive que je n'ai jamais compris lorsqu'on me dit que tu n'as pas le droit de taper un enfant. Alors, il y a taper. Mais si mon gamin fait sa crise et ceci, cela, et que je lui donne une tape sur les fesses, ou je lui donne peut-être, je ne sais pas moi, mon péquet démonté, on me dit non, il ne faut pas toucher aux enfants. Il ne faut pas. Et d'ailleurs, l'enfant te dit, après, j'appelle l'assistance sociale pour toi. Mais enfin, bon, on donne tellement de droits aux enfants, les parents sont démunis, et puis voilà, des fois, ce qui arrive. Aujourd'hui, c'est pas seulement l'école, hein. On n'a pas le respect du policier, du gendarme, on n'a pas le respect du prêtre, on n'a pas le respect de l'enseignant, on n'a pas le respect de l'adulte, simplement. Moi, quand j'étais en des moyennes, enfin, au cours moyen 2, on m'expliquait lorsque tu étais sur un trottoir et que tu croisais une personne âgée, tu te mettais du côté de la route pour éviter que cette personne âgée ne puisse tomber sur la route. Donc, il y avait cette morale qu'on t'apprenait à l'école. Cette bienveillance. Cette bienveillance, il n'y a plus ça, quoi. Mm-hmm. Aujourd'hui, on est dépassé. Quand je vois un gamin prendre son arme pour braquer un... Oui, mais au niveau national, il y a 2 jours, il y a 2 ou 3 jours, il y a un proviseur qui avait été... Ça ne s'est pas passé il y a 2 ou 3 jours, mais le jugement a été rendu il y a 2 ou 3 jours, qui avait été menacé par un de ses élèves, qui, sur les réseaux sociaux, même un peu partout, même verbalement aussi plusieurs fois, qui a dit « il faut le bout, le vif, ce chien », etc. Il a été condamné à quoi? Il a été condamné à 600 € d'amende et un stage à réaliser. D'un moment, ce qui fait que, d'ailleurs, ça va au débat en disant que, en gros, des fois, certains se disent, ce qui fait que certains proviseurs, même les différents syndicats, se disent à quoi ça sert. Et que des fois, que les sanctions ne sont pas à la mesure, qu'il faut des fois faire quelques exemples pour éviter qu'il y ait des récidives. Parce qu'il ne faut pas oublier que... Voilà, qu'on trouve que des fois qu'il faut aller vers des sanctions un peu plus sévères. Je vais aller plus loin. Mais moi, juste pour terminer, je veux dire, il y a une chose sur laquelle il faut lutter aussi, et je trouve qu'on ne met pas assez de moyens, c'est que sur le décrochage scolaire. Et c'est quelque chose de très important qui emmène des fois beaucoup de jeunes vers des comportements déviants, etc. Et là, à ce niveau-là, on ne travaille pas assez sur ça pour éviter qu'il y ait autant de décrochage scolaire et que ces jeunes-là partent un peu dans la nature et des fois partent vers des comportements déviants, malheureusement. J'ai juste envie de rajouter que l'éducation commence au berceau. Quand un enfant, parce que les enfants, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils comprennent très vite. Ils n'ont pas besoin de savoir parler, ils comprennent très, très, très vite. L'enfant sait au moindre bruit quel adulte court le plus vite pour venir voir ce qu'il a, ce qu'il n'a pas. L'enfant sait tester les adultes. Il n'a pas besoin de savoir parler déjà. Ça se fait dès le berceau. Les enfants sont extrêmement intelligents et ils passent leur enfance
à tester. Ça fait partie de... Nous, on testait moins parce qu'on nous imposait les limites dès le départ. On avait moins besoin de tester pour les connaître. Mais les enfants testent et c'est naturel. C'est un processus naturel de tester pour savoir quelles limites ils peuvent avoir. C'est à nous de donner les limites. Michel. Non, c'est une observation d'ordre général, mais qui n'engage que moi. Bon, je pense aussi que la France et les pays occidentaux ont baissé les bras. Et ils nous ont entraînés, nous, nos sociétés, qui sont des sociétés traditionnelles, ils ont entraîné dans cette décrépitude. Voilà. Je vais juste rajouter que je note l'exception de la Suède et de la Finlande, qui ont des modèles éducatifs particulièrement performants, avec de très faibles taux d'échec scolaire. Et les premières années de scolarité sont réservées aux valeurs, au partage, à l'entraide et à la connaissance de soi. Donc je pense que là aussi, ça permet de rendre les choses un petit peu plus humaines. Alors, nous avons des modèles. Oui. Ce que dit notre collègue, là, c'est qu'il y a des modèles dont on doit s'inspirer. On n'est pas obligé de suivre en tout point. Je te répète, les erreurs de la France. Oui. Alors, Michel, puisqu'on parle de la France... Écoute, les seniors restent plus longtemps en emploi qu'en hexagone. Tout à fait. Selon les dernières données de l'INSEE, l'enquête met en évidence un taux d'emploi élevé chez les 55-69 et soulève d'autres spécificités comme une retraite plus tardive et un plus faible taux de retraités. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Non, mais il y a plusieurs phénomènes et ça démontre. Si c'est pour expliquer, pour répondre directement à ta question, qu'est-ce qui c'est ça pour moi? Simplement, les gens rentrent tardivement sur le marché du travail. Mais tu me diras que ça peut exister aussi dans l'Hexagone, mais ici, c'est plus exacerbé chez nous. Les gens ont souvent exercé différentes professions. Donc, ce qui fait qu'ils doivent travailler, ils ont travaillé différentes professions non déclarées, secteur informel, etc. Donc, quand ils trouvent une profession où on les déclare enfin, les malheureux, etc., ils sont obligés de travailler le plus tard que possible. La fonction publique, chez nous, occupe un volume très important d'emplois. C'est quasiment le principal. Près de 50%. Près de 50% des emplois. Les gens de la fonction publique, quand ils vont à la retraite, les 40% ne sont pas pris en compte pour leur retraite. Donc, ce qui fait qu'ils travaillent plus longtemps pour pouvoir maintenir leur revenu. Tu parles d'ici, là? Oui, d'ici. Mais moi, je parlais de la France. Hein. Mais là, non, mais je t'ai fait la comparaison entre la France et la Martinique. Mais, puisque c'est pour ça que je te dis qu'il y a l'Hexagone voilà. Mais si on compare les différents chiffres entre l'Hexagone et la Martinique, ici, on travaille beaucoup plus longtemps qu'en Hexagone. Et tous les chiffres le démontrent. Hein. Ils sont d'environ 42% des personnes entre 55 et 69 ans, 60 ans, 69 ans, sont en Martinique, travaillent. On retrouve un delta de 4 à 5% supérieur chez nous. Pourquoi? Parce que, comme je t'ai dit, les gens sur le marché du travail plus longtemps, contrairement à l'Hexagone. Entre 50 ans et 55 ans, si on compare à l'Hexagone, en Hexagone, les gens sont environ 40-45% à être déjà à la retraite. Ici, en Martinique, ce chiffre 60 ans, 64 ans, ici, les gens, c'est 15%, 20%. Donc, ce qui fait qu'il y a un gros delta. D'accord. Karine, sur ça? Oui, Michel. Alors moi, j'ai aussi des retours sur le fait que des gens qui, comme Mathieu Cordémy le disait, ont eu plusieurs professions durant leur carrière, certains endroits où ils ont travaillé n'ont pas payé leur cotisation sociale parce que les systèmes étaient en train de se mettre en place, c'était pas encore tout à fait informatisé, c'était difficilement vérifiable, etc. Donc il y a cette problématique-là. Et puis j'ai envie de vous dire, la vie est chère pour tout le monde. C'est pas que pour les actifs, et ça l'est encore plus pour les retraités et ceux qui ont un âge avancé aussi, parce que du coup, les dépenses de santé prennent d'autres proportions et il faut pouvoir veiller à ses besoins les plus élémentaires. Il faut avoir de quoi se soigner également. Et puis, on a envie, une fois à la retraite, de pouvoir se divertir différemment, profiter de cette liberté-là dans le planning, puisqu'on n'est plus obligé de travailler, on a envie et bien entendu, avec les conditions de vie chère que nous avons localement, très souvent, il faut un complément
de revenus pour pouvoir en profiter, faire une croisière par an, etc., les choses qui ont du succès. Donc, moi, je comprends tout à fait que ce soit une adaptation à la conjoncture actuelle. Alors, Michel vient d'avoir 65 ans, il travaille toujours, il est sur notre plateau. Qu'est-ce que tu dis de tout ça, Michel? Bon, je dis Est-ce que le travail, c'est la santé? Bon, alors, ne rien faire, c'est la conserver. C'est ça, c'est la préserver. Comme dirait Henri Salvador. Bon, alors, non, cette étude de l'INSEE est extrêmement intéressante. D'ailleurs, nous en publions un certain nombre d'extraits dans Justice. J'ai vu ça. Bon, mais ça traduit ce que vous avez dit. C'est-à-dire que les gens ont très peu cotisé et que par conséquent, ils sont obligés de travailler plus longtemps pour avoir des retraites à taux plein. C'est ça le problème. Bon, autrement dit, ils auraient des retraites trop faibles. Et comme tu l'as dit, bon, la vie étant chère, eh bien, on gagne moins et par conséquent. Mais il y a d'autres éléments qui différencient les retraités martiniquais. Par exemple, la part des seniors qui déclarent avoir une pension de retraite, 24%. Par contre, est inférieure de 19%, de près de 20% à ceux de France. 24% en Martinique, 46% en Hexagone. Bon, ok. Bon, autre chiffre de cette étude qui est les retraités qui sont ni en emploi, ni à la retraite, c'est le double de celui de la France. Ça me dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont inactifs, qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de retraite, c'est le double de la France. Autrement dit, ça nous ramène au débat que nous avons le dernier sur la question des retraites, sur le débat actuel à l'Assemblée nationale, où on veut abroger la réforme de retraite. Le fait d'allonger l'âge de départ de 62 à 64 ans, et on sera encore plus grave, plus meurtrier, chez nous. J'ose le dire, en Outre-mer qu'en France. Donc voilà encore un exemple où il ne faut pas s'aligner sur la France. Et nous avons pu convaincre quelques députés, notamment, je pense à Nadeau, je pense à d'autres députés, qui ont obtenu enfin que le ministre de l'époque qui s'occupait de ce débat sur les retraites demande, il n'y avait même pas d'étude du corps, le comité d'orientation des retraites, n'avait même pas fait d'études sur la situation des retraités d'outre-mer. C'est un exemple de mépris. Donc, sachant qu'il y a 25% des à la fin retraités, du débat, il a promis de faire une étude. Jusqu'à présent, on n'y est pas. Sachant qu'il y a 25% des retraités qui décèdent, enfin des retraités, pardon. Il y a 25% des travailleurs qui décèdent avant d'atteindre l'âge de la retraite. Et il y en a aussi pas mal qui meurent juste après leur retraite. Et qui ne profitent pas de leur retraite, donc, j'ai envie de dire. Et les économies des caisses concernant ces revenus, enfin ces fonds-là, ces fonds de pension-là, on ne les connaît pas. Donc, sachant qu'il y a un projet de réforme de retraite 2, moi je pense qu'il faut être particulièrement vigilant là-dessus. Moi, je voudrais rajouter, parce que Michel a été quand même assez précis, il a complété ce que j'avais dit sur les chiffres. Je voulais juste rajouter des chiffres importants. L'étude démontre aussi quoi? Que le montant des retraites ici est bien inférieur par rapport à celui qu'on retrouve dans l'Hexagone. Le montant des retraites dans le privé. Dans le privé. Donc, ce qui fait que malheureusement, beaucoup de personnes se retrouvent avec de très faibles revenus. C'est ce qu'on disait la dernière fois, les retraités. Quand on sait qu'il y a déjà une réforme de la sécurité sociale avec moins de remboursement pour les médicaments, etc., qui est dans l'air, ce sont des personnes qui vont retrouver leur précarité augmenter, que normalement la retraite devait avoir une inflation, devait être augmentée de 1,8% par rapport à l'inflation, elle sera de 0,8% vraisemblablement, mais bon, on verra ce que donnent les négociations en cours au niveau national. Mais cela traduit un autre chiffre. La Banque alimentaire reçoit en moyenne, chiffre constant, 20 000 personnes minimum. Sur ces 20 000 personnes, il y a 7 000 personnes qui sont des personnes âgées et retraitées. Cela démontre quoi? Qu'il y a une très grande précarité de nos retraités, malheureusement, en Martinique, et qui ont du mal à s'en sortir et à même ne serait-ce que manger. Donc, ce qui fait que quand on leur retire qu'on leur retire même 1%, 2% sur leur retraite, ce sont des gens qui se privent au quotidien, qui vont des fois ont du mal à manger. D'où des fois certaines aides publiques qui sont mises en place avec des portages de repas à domicile, etc., pour aider, essayer d'accompagner ces personnes qui sont déjà en grande difficulté. Mais sur la route des religieuses plus bas là, c'est pas le secours catholique, mais c'est le secours adventiste. C'est le secours adventiste. Oui. Et quand je passe là le matin ou le midi, il y a énormément de personnes qui viennent là. Le flux augmente.
pour l'ensemble, l'ensemble des associations ou des œuvres caritatives qui travaillent dans ce domaine-là, l'on dit, tous les chiffres, même la Banque alimentaire d'ailleurs l'a dit, ils ne cessent que d'augmenter de plus en plus, que ce soit au niveau national, comme tu l'as dit, mais ici aussi au niveau local, malheureusement, on voit de plus en plus de personnes qui sont en grande précarité. Les chiffres démontrent 80 000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté en Martinique, mais moi je pense qu'il y en a beaucoup plus, malheureusement, qui ne sont pas prises en compte et qui se retrouvent en grande difficulté et qui ont du mal à joindre les deux bouts, que ce soit retraités, non retraités ou même des gens qui travaillent maintenant, ce qui n'existait pas avant. De plus en plus de personnes qui travaillent fréquentent, tu l'as dit, ces lieux, malheureusement. Le niveau de moyens de la retraite, c'est... en gros, le seuil de pauvreté officiel, c'est à peu près 1 200 euros. 200 euros, exactement. Bon, le niveau moyen de retraite, c'est 6 000 euros. Bon, donc, si tu veux, le problème moyen, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont en dessous. Quand on parle de moyenne, c'est ça que ça veut dire. Bon, donc, vous voyez la profondeur des inégalités sociales dans notre société martiniquaise. C'est le problème numéro 1. Le problème numéro 1 à Martinique, c'est l'amplitude des inégalités sociales dans ce pays-là. Voilà. Bien. Alors, j'ai aussi lu Yann Monplaisir qui a envoyé un communiqué suite à une annonce, je crois, du ERPRA qui disait qu'ils allaient envahir j'ai lu ça, les mairies et qu'il fallait fermer les mairies. J'ai pas vu le communiqué du ERPRA, mais j'ai vu c'est une vidéo qu'ils ont fait. C'est une vidéo qui circulait de mon communiqué. C'est vrai que j'ai pas vu le communiqué écrit, mais en tout cas j'ai vu une vidéo qui circule. Non, le communiqué, c'est Yann Monplaisir qui a fait un communiqué. Non, il y a une vidéo qu'a fait le ERPRA pour dire un peu ce que dénonce en tout cas l'ensemble des élus pour l'instant, il me semble, à Martiniquais. Parce que tu as dit effectivement, il y a Monplaisir qui a fait un communiqué, mais l'association des maires aussi en a fait, il y en a de plus en plus. Là, les élus il y a une motion qui est déposée à la collectivité territoriale de Martinique, puisqu'il y a une plénière qui est en cours, Michel l'a dit. Il y a une motion qui est déposée à ce sujet. Ils ne l'ont pas encore votée, qui sera débattue en fin de séance, parce que je pense que la séance n'est pas encore terminée. En tout cas, il y a une motion des élus qui est déposée à ce niveau-là pour pouvoir dénoncer. Et voilà. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il y avait dans cette vidéo, mais qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? Est-ce que ce n'est pas ce qu'on appelle fake news? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Monsieur, le responsable de cette organisation a demandé au maire de fermer les mairies pour protester contre les propos demander le départ du préfet. Demander le départ du préfet. Le préfet, au cours d'une interview qu'il a animée sur Martinique Première, que j'ai écouté d'ailleurs en replay pour m'en faire... Je ne l'ai pas écouté en direct, a dit qu'il n'y avait pas de projet, que les élus martiniquais n'avaient pas de projet. Bon. Sans quoi il s'est un peu avancé. Mais, pardon Michel, mais Serge Letchimy a répondu, je crois. Serge Letchimy a répondu. Par rapport à ça, je crois. Serge Letchimy a répondu. Mais la réponse de Letchimy, c'est une réponse politique. Il dit, bon, c'est pas vrai, il y a eu le congrès des élus, il y a eu d'autres propositions qui ont été faites, que j'ai faites. Il y a des rapports écrits qui ont été remis. Des rapports écrits, etc. Par les différents élus. La réponse du responsable de l'Europe, c'est de dire que les maires devraient fermer leur mairie, n'est-ce pas, et demander le départ du préfet. Et Yann Monplaisir donc, a sorti un communiqué en demandant à l'association des maires de protester, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Ouais. L'association des maires, en la personne de Justin Pamphile, a condamné ce propos. Voilà. Donc voilà. Alors la question est la suivante, c'est que ce que certains semblent ignorer, c'est que parmi les élus les plus populaires, aussi bien en France qu'ici, c'est le maire. C'est le maire qui est le plus proche de la population. OK ? Bon. Par conséquent, demander de fermer les mairies, c'est mal perçu. D'autant que la question du projet martiniquais va être discutée dans un prochain congrès. Oui. Bon, autrement dit. Et là, à mon avis, les différents partenaires de ce congrès, puisqu'il y aura des élus, il y aura des parlementaires, il y aura des syndicats, il y aura... Bon, et puis, on verra ce que chacun propose. Bon,
Bon, je l'ai évoqué tout à l'heure. La question de la Martinique, c'est répondre immédiatement à la souffrance du peuple. Baisser les prix. Bon. Augmenter les salaires et les retraites. Tout se tient. Et puis, transformer l'économie martiniquaise, la rendre moins indépendante. Et ça, il faut changer de statut. Il faut avoir un statut qui donne aux Martiniquais la moyen, et c'est la réponse au préfet, il faut que nous ayons un pouvoir martiniquais, notamment en matière fiscale. Bien. Oui, mais si on ne change pas de statut, ce sera un petit peu compliqué. Donc, il nous faudrait fabriquer notre propre statut. Moi, vous le savez, hein, je suis pour l'autodétermination, donc notre capacité à gérer par nous-mêmes pour nous-mêmes. Je propose qu'on puisse élaborer ensemble un statut hybride, hein, pas uniquement ce que la Constitution nous propose, qu'on puisse élaborer notre propre statut pour déterminer nous-mêmes. Quelle que soit la méthode. Oui, mais de manière concertée, pas de manière unilatérale, parce qu'il faut tenir compte même des avis des autres personnes, puisque la société est hétérogène. Donc, il faut pouvoir satisfaire le plus grand nombre dans le respect de chacun. Mais par rapport à la démarche et par rapport à la vie chère, on a parlé de beaucoup de choses, mais on n'a toujours pas la publication des comptes des principaux intéressés qui, pendant qu'on se disperse, pendant qu'on fait pas mal de choses, on ne sait toujours pas quelles sont leurs marges arrière et quelles sont leurs capacités de baisser les prix. L'État a fait de gros efforts, les collectivités ont fait de gros efforts, les principaux intéressés s'en tirent très bien et font des chantés Noël sur leur parking juste avant le Black Friday. Posons-nous des questions éthiques et pertinentes sur notre rapport à tout ce que l'on fait de manière naturelle. On va vers certains gestes, vers certaines logiques, etc., qui ne sont pas forcément des logiques à proprement dit. Posons-nous la question du sens de ce que l'on fait. Que font les autorités face au manque de volonté de publier les comptes? Normalement, c'est une obligation. Ils ont payé une amende une fois, mais ça ne devrait pas être possible plusieurs fois. Donc, on veut résoudre ce problème de vie chère-là. C'est la seule carte qui nous manque pour savoir de combien ça peut baisser objectivement. Beaucoup pensent que ça ne peut pas baisser au prix de la France. Ponctuellement, comme ça, on peut dire « je suis d'accord », mais en vrai, on n'en sait rien, on n'a pas les chiffres. Ils ont des subventions européennes, ils ont des subventions sur le transport de l'État. En vrai, si on répercute ces subventions-là, et parce que là, on ne connaît absolument pas leur marge arrière, sachant qu'ils se font des petits cadeaux entre eux. Donc, sachant qu'en plus qu'ils contrôlent les filières et ils sont plus que dans une situation monopolistique. Donc, si on ne sait pas de manière chiffrée ce qu'ils gagnent, on ne peut pas évaluer de la baisse des prix, de nos capacités à baisser les prix. On ne demande pas à les mettre sur la paille, mais il faut au moins qu'on ait des chiffres pour être objectif. Là, on n'est que dans la subjectivité, on est en train on est dans l'effervescence et dans le sensationnel de plein de choses qui ne sont pas les vrais sujets. Attaquons-nous aux vrais sujets pour répondre à cette histoire de vie chère. Messieurs de la grande distribution, messieurs et mesdames, puisque je suppose qu'il y a des dames aussi qui sont dedans. En tout cas, les responsables de la grande distribution, publiez vos comptes afin qu'on puisse mettre fin à cette agitation-là dans la société martiniquaise et dans l'outre-mer en général. Bon, je vais te répondre à ta question, parce que tu as posé une question quand même, il faut répondre. Parce que moi, je me suis toujours battu, en tout cas, j'ai des convictions, mais entre autres, pour une société juste et égalitaire, et démocratique notamment. Donc, ce qui fait que je ne peux pas tolérer et je ne peux pas accepter qu'on dise et qu'on demande, qu'on exige que les mairies ferment et qu'on menace les maires et les élus du peuple, pour les gens pour qui on a voté, et en disant que tous ceux qui ne vont pas fermer, on va en tenir compte, etc. Et en gros, on viendra régler leur compte avec eux. C'est ça qui a été dit. Et je trouve ça totalement inadmissible. Je trouve normal que les élus dénoncent ça et que j'estime que les intellectuels et d'autres personnes aussi auraient dû dénoncer ça. Voir tout le monde. Pourquoi ? Parce que, mais quand on se bat contre la vie chère, ces mairies font quoi quand elles sont ouvertes, ces différentes mairies ? Elles aident, elles accompagnent la population au quotidien, elles ont un rôle de service public au quotidien.
Quand on parle de vie chère, elles reçoivent des gens, on a parlé tout à l'heure là des différents CCS, des mairies. Les CCS, ils font quoi? Ils reçoivent des gens qui ont du mal, qui sont en difficulté, des gens qui ont besoin de manger, au quotidien. C'est ça leur travail que jouent via leur assistante sociale, etc. Et on exige qu'ils ferment. Et tous ceux qui n'ont pas fermé, qui ne vont pas fermer, on dit qu'on va les menacer, qu'on va régler leur compte avec eux. Non, je pense que là, on va trop loin en ce moment et qu'on doit se battre pour garantir la démocratie dans notre territoire et dans notre pays. Et moi, je dénonce ces propos et je les trouve totalement inadmissibles et inappropriés. Alors, par quel moyen, puisque tu parles de l'autonomie, non pas de l'autonomie, qu'est-ce que tu as dit? Changement de statut. Changement de statut, pouvoir normatif et autodétermination. Mais comment vous pensez qu'on puisse arriver à ça? Est-ce que la population martiniquaise est prête? Bon, ça dépend de la proposition. Tu me reposes chaque fois la même question. C'est normal. Et je te répondrai la même chose. La même chose. La même chose. Mais la répétition, des fois, est nécessaire. Bon, mais tout à fait, tu as tout à fait raison. La politique, c'est souvent de répéter et de réexpliquer. Et puis, et quelquefois, de s'adapter aussi aux évolutions des mentalités. Okay? Bon. Le fait est, c'est que nous sommes dans le cadre de la République française, il y a deux choses. On raisonne dans le cadre de la Constitution actuelle et il n'y a pas d'autre solution. C'est l'article 74. Avec une loi organique qui prendrait les contours du statut que nous aurions élaboré. Ou bien, nous obtenons de la République française, comme le demande la Guyane, comme le demande la Corse, qu'on fasse un article spécial pour la Martinique. Bon. Pourquoi faire? C'est le projet, justement. Pourquoi faire? Eh bien, par exemple, sur la vie chère, il faut obtenir, notamment, la capacité pour la collectivité, pour les institutions martiniquaises de contrôler les prix. Précisément. Ce que demande notre amie Thérèse, ben, c'est que, précisément, que ce pouvoir ne soit pas celui de l'État, mais celui de la collectivité martiniquaise. Voici un exemple. Donc, c'est un exemple. Est-ce que c'est difficile à atteindre cet objectif-là? Bon, cet objectif, il faut d'abord, à mon avis, nous avons obtenu avec la LOM, la loi d'orientation, qui a été 1999, conquise par notre ami le docteur Lise et par Marie-Jeanne, par notamment la déclaration de Basse-Terre. Nous avons obtenu que la possibilité d'évoluer soit discutée dans un congrès. C'est une conquête. Ce n'était pas naturel. Et deuxièmement, nous avons obtenu que toute évolution statutaire fasse l'objet d'une consultation. Alors on dit référendum, mais là, le terme exact juridique, sur le plan juridique, c'est d'une consultation populaire. Alors les Martiniquais, quand ils entendent ça, ils se disent « Ouais, je n'aurai pas ma retraite, j'aurai plus de sécurité sociale. » Mais oui. Non, mais c'est justement, je te donne l'occasion... Non, mais moi, je ne parlais pas de l'indépendance. Attends, je te donne l'occasion, au contraire, de dire que c'est faux. Alors, c'est faux. C'est ça. C'est à toi. Alors... Parce que les gens ont ça en tête. Non, ce n'est pas vrai. Bon, il y a d'ailleurs des gens, il y a d'ailleurs des collectivités qui sont sous l'empire de l'article 74, ils ont la sécurité sociale, ils ont le SMIC, ils ont l'indemnisation du chômage et leur retraite. Donc c'est faux. Quel département a ça? Enfin, Saint-Martin. Saint-Barthélemy. Saint-Barthélemy et il me semble aussi Saint-Pierre-et-Miquelon. Saint-Pierre-et-Miquelon, un statut particulier aussi. Bon, par conséquent, donc c'est faisable d'avoir un statut particulier. Par conséquent, dans le 74, il y a différents types de statuts. Il n'y a pas un seul statut. Et c'est pourquoi je disais, il faut non seulement l'article 74, mais une loi organique. Une loi organique, c'est une loi constitutionnelle dans laquelle nous allons faire des propositions et dire ce que nous voulons. En particulier, bon, je parle pour mon parti, tout ce qui est régalien reste dans le domaine de l'État. Tout ce qui est économique et fiscal
et rentre dans le domaine de la nouvelle collectivité. Régalien, c'est justice, police, voilà. tout ça. Voilà. Moi, je serais pour qu'on puisse gérer quand même la santé localement, parce que si on ne pouvait gérer la santé localement, on n'en aurait pas été là pendant le Depuis 1971, lors de la convention du Morne Rouge, que nous avons signée avec le PPM d'ailleurs. OK? En quelle année? 1971, la convention du Morne Rouge. OK? Convention du Morne Rouge, où il y avait Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion. Le rapporteur de ce projet n'était autre que Paul Vergès, qui était à l'époque député de la Réunion. Oui. OK, par conséquent, quand monsieur Bouvier dit qu'il n'y a pas de projet, mais oui, il y a un projet. Tu parles du préfet. Oui, monsieur Bouvier. De toute façon, il y a différents projets qui ont été remis il a le droit. Différents gouvernements. Donc, bon, voilà. mais ça, c'est une vieille attitude colonialiste. Chaque fois, l'Algérie, l'Afrique noire, l'Indochine, chaque fois qu'un peuple a revendiqué la souveraineté ou une part de souveraineté, on dit que vous n'êtes pas capable de vous diriger parce qu'il n'y a pas de projet, notamment un plan économique. Il est dans son rôle. Bon, c'est un vieux réflexe colonialiste. OK. Bon. Alors, Mathieu... Non, moi, je me suis toujours battu pour l'égalité des droits, bien sûr, mais le droit à la différence aussi. Et le droit à la différence, cela s'exprime par des fois des aberrations totales. Hein. Certaines lois qui sont mises en place en France, ne serait-ce que parce que les gens, le chauffage, etc., tout ça, ne sont pas adaptées totalement ici. Et des fois, elles sont appliquées de droit et ça conduit vers des aberrations. Michel l'a rappelé tout à l'heure là, quand on parle sur les prix, etc., tout ça, on n'a aucun pouvoir. On n'a aucun pouvoir. Il faut que les gens fassent la différence entre des fois même compétence et pouvoir. Des fois, on peut vous donner une compétence, mais vous n'avez pas le pouvoir de vraiment modifier la chose. Vous avez, en gros, vous appliquez, c'est tout. Vous payez, vous faites ci, vous faites ça, etc. Mais derrière, mais à vous, à qui on fait le reproche? À vous, élus, qu'on fait les reproches. Parce que vous ne changez pas les choses, vous ne faites pas les choses, mais en réalité, vous ne pouvez pas. Parce que la loi ne vous le permet pas. Tout est décidé et fait à l'Assemblée nationale en France. C'est ça la réalité. Oui, je pense que le préfet est tout à fait dans son rôle. Et puis quand on voit son attitude complètement dédaigneuse face aux propositions faites par des représentants, des représentants élus et non élus, on peut vraiment se poser la question de son objectivité. D'accord. Donc c'est difficile, le chemin est encore long là. Mais c'est pas impossible. Je n'en fais pas une question de personne, il est dans son rôle. Il représente la République française. La République française n'a jamais accordé de l'émancipation de plein gré. Bon, je dirais que il y a, pour l'Algérie, par exemple. Oui, vas-y, excuse-moi. Pour l'Algérie, par exemple, le premier réflexe du général de Gaulle, Dieu sait si le général de Gaulle, c'était de dire que les Algériens étaient capables de se gouverner. Mais seulement, le général de Gaulle était quand même un homme ayant une vision historique. Il a finalement compris que l'Algérie aspirait à l'émancipation. Il a changé sa position. Et finalement, il a consulté les Algériens, il a arrêté la guerre, il a consulté les Algériens pour leur demander s'ils voulaient ou non leur indépendance. Tu comprends? Bon, par conséquent... il y a beaucoup de personnes qui en ont voulu au général de Gaulle d'avoir accordé l'indépendance à l'Algérie. Mais ça a été un vote qui s'est passé. Alors, à l'époque, c'est un vote qui s'est passé aussi bien en France qu'en Algérie. Ce que nous avons obtenu, nous, c'est qu'on nous consulte, nous, pas obligatoirement la France. La LOM de Claude Lise fait que maintenant, si jamais il y a une consultation, ce sera le peuple martiniquais seulement qui sera consulté. Sinon, ça risque de faire comme chez les Kanaks. Exactement. Alors, dernier mot très rapide sur un convoi pour dire stop à la construction d'un centre commercial au Vaupin. Y a-t-il trop de grandes surfaces en Martinique? Mais oui, il y a trop de grandes surfaces ici. Mais bien sûr, Mano. Alors, quelques chiffres pour être objectif sur nos échanges sur le plateau. Nous avons 1082 commerces alimentaires en Martinique, 8 hypermarchés, 51 supermarchés, 65 supérettes, 282 commerces d'alimentation générale, et tout ça partagé dans 8 grands groupes, principalement GBH, Parfait et puis OYON qui sont les plus connus, et dont dépendent Pardon J'ai dit le groupe Créo est plus fort que beaucoup d'autres groupes. Oui, mais bon, ce sont les plus, je disais les plus connus.
et 2506 salariés qui en dépendent en Martinique. C'est pas rien, c'est pas rien. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Alors, lors des tables rondes, on a signalé qu'il y avait déjà de graves problèmes de concurrence qui nuisent à l'équilibre du marché parce qu'on est un marché captif à cause de la mer, hein, parce qu'on est enclavé. On dit également qu'il y a des problèmes de concurrence par rapport à la domination de certains groupes. Donc, problème de concurrence évident. Hein. Mais, parallèlement, les mêmes élus qui étaient présents, notamment à la table ronde, octroient des permis de construire sur des terrains agricoles, des terrains en zone rouge, donc des terrains inondables. Et par rapport à cela, un collectif, je ne sais pas ce qu'il y a de drôle, mais moi je prends ça très au sérieux. Non, je veux dire, je te laisse terminer. Oui. Je m'exprimer après, c'est comme ça que je le fais en général. D'accord. Donc, un collectif s'est organisé pour dénoncer ces faits et sensibiliser la population qui très souvent n'est pas informée ou très peu informée sur ces projets. En ce qui concerne le convoi Nous Bon et Pissa, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, Nous Bon et Pissa, dans le collectif, on retrouve le MODEMAS, on retrouve le comité utile, on retrouve Sauver la vie saline par rapport à la défense du site des Salines également, mais ça c'est pour d'autres raisons, c'est pas par rapport uniquement aux centres commerciaux, mais c'est pour dénoncer la prédation économique que nous avons sur certains sites. On retrouve également le MIR, la CGTM, le RPRAC, le syndicat des jeunes agriculteurs, le syndicat des agriculteurs empoisonnés, bien entendu la SOPAMAR, et bien d'autres. D'accord. Donc, ce convoi permet de dénoncer. Rapidement, il y a 3 communes concernées, Ducos, le Saint-Esprit et le Vauclin. Ducos avec un centre commercial, une construction de 22 000 m² prévue sur un terrain agricole. On s'est basé sur le poste du côté du bac, c'est ça? Absolument. Là où il y a le radar, entre le McDo du bac et le rond-point de Carrère, il y a un terrain qui est toujours vert parce qu'il est au-dessus d'une nappe phréatique et il est bordé d'une rivière. C'est là qu'on veut faire un centre commercial de 22 000 m², donc en zone inondable, avec des espèces protégées en amont de la mangrove. Et d'ailleurs, ça se situe à Pays-Noyer. Donc, une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit. Très bien. Au Saint-Esprit, le terrain est au quartier L'Avenir. On a dérouté le lit de la rivière et là aussi, il y a des risques d'inondation et c'est un terrain anciennement classé donc agricole. Et au Vauclin, terrain marécageux à l'entrée du bourg. Donc, dans les 3 configurations, on est dans des structures de supermarchés à l'entrée des bourgs. Donc, ce qui risque de nuire aussi, enfin ce qui va nuire, si on n'empêche pas ces projets-là, aux petites et moyennes entreprises des bourgs. Okay. Donc, ce à quelle heure qu'il démarre son convoi? Alors, à 8h et ce dimanche, ce sera au Vauclin, sur la place. Ce sera sur la place des fêtes du Vauclin. D'accord. Michel, je pense qu'un de ces jours, il faudra vraiment qu'on arrive à trouver combien la Martinique rapporte à la France et combien la France donne à la Martinique. Il faut qu'on arrive à un moment donné à donner des chiffres pour que les gens comprennent. Parce qu'on passe toujours pour ceux qui sont là, qui demandent à sucer, à téter la France. Bon. Et on ne parle jamais de ce que la France... Il y a des chiffres. Éventuellement. Donc, on ne va pas entamer le débat là maintenant, sinon on va nous mettre dehors, mais ce serait bien que l'on prépare... Je te prépare ça, mais je te dis tout de suite que j'ai fait ce travail il y a déjà une vingtaine d'années, à partir des rapports de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Bon. Mais, depuis que nous avons fait ce travail, avec d'autres d'ailleurs, je me rappelle avec Pulvar, qui est l'ancien syndicaliste de la CSTM, c'est les données sur les transferts financiers
de la Martinique, des départements d'outre-mer d'une manière générale, vers la France, ne sont plus publiés par l'IEDOM. D'accord. Donc, c'est-à-dire que nous avons beaucoup de mal. Nous avons beaucoup de mal. On sait les flux qui entrent, les transferts financiers, notamment, par exemple, on sait que, par exemple, la sécurité sociale, c'est 600 millions, et que les cotisations, c'est 400. Donc la France donne 200 millions. Par exemple, je donne un chiffre à peu près. Excusez-moi, je ne donne pas le chiffre exact. Bon. Mais les proportions, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que nous avons des cotisations qui sont inférieures aux prestations qui sont délivrées. Mais gardons la suite pour une émission. On fait une émission autour mais, de ça. Mais je te dirai. Il y a d'autres critères qu'il faut prendre en compte. Et puis, il y a des éléments qui ne sont pas chiffrables. Voilà. C'est ce que la Martinique et l'outre-mer rapportent sur le plan de la présence de la France géostratégique, etc. Géostratégique. Oui. Tu vois. Bon, Ça par exemple, le fait que la France siège au CARICOM, c'est elle qui siège à notre place. Hein. On signe bientôt. OK. La Martinique va intégrer officiellement le CARICOM bientôt, début d'année. Très bien. Oui, est signé, tout est fait. Non, je voulais juste dire à Karine, c'est dommage parce que dans le protocole d'accord qui a été signé, c'est exact. C'est noté. Il y a un gel. Il y a un gel de toutes les surfaces supérieures à 10 000 m² pendant minimum 3 ans. Donc, je voulais juste dire ça. En tout cas, c'est dommage que ça reprenne. Merci beaucoup à tous les trois. C'est exact. Nous étions moins nombreux, mais ça a été. C'était très bien et très enrichissant. Je vais poser une question quand même à Karine. Oui. Il me semble que les chiffres que tu l'as donnés, c'est le dernier rapport de l'IEDOM que tu as trouvé. Concernant quoi? Concernant le nombre des supermarchés, les supérettes, etc., et le nombre de salariés. Il me semble. Ouais. Non, parce que je te dis pourquoi. Parce que je fais un exposé demain soir à la demande du Palima sur la situation économique et notamment à l'octroi de mer. Et précisément, il me semble que ce sont ces chiffres-là que j'ai trouvés. Voilà. Merci à tous les trois. Ouais. Merci à toi, Mano. Une fois de plus, d'avoir permis aux Martiniquais d'avoir des réponses à des questions. Beaucoup de questions qui se posent. Surtout la dernière partie et le devenir de notre pays, de la Martinique. Nous avons le devoir impérieux de nous occuper de nous-mêmes. Voilà. Merci. Bon week-end aussi à Grégory. Et aussi, il a une assistante cet après-midi, ce soir avec lui. Merci à tous. Bye bye. Merci, au revoir. Bonne soirée.